Peut-on vraiment changer le monde et préserver la planète sans changer l'agriculture, sans changer de modèle agricole? Pas sûr. Cette semaine, les députés européens votent la politique agricole commune dans sa nouvelle mouture. Alors il y a d'un côté ceux qui disent ce plan de réforme n'est pas assez écologiste, pas assez vert, et de l'autre côté, le lobby agricole toujours aussi puissant qui lutte de toutes ses forces contre tout verdissement de la PAC. Alors qui croire que comprendre? Avec nous pour en parler, Cyril Dion, bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes écrivain, réalisateur, militant écologiste. Vous êtes l'un des garants, si l'on peut dire, de la Convention citoyenne, dont on a beaucoup parlé en France, Convention citoyenne pour le climat. Votre film Demain a rencontré un franc succès et vous êtes en pleine préparation du film Animal qui sortira au mois de mars. Avec nous également en direct du Parlement européen, Marc Tarabella. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes eurodéputé belge, socialiste. Vous êtes aussi paysan, vous êtes aussi agronome. Alors aujourd'hui, vous êtes très remonté contre cette réforme de la politique agricole commune qui vise pourtant à rendre cette politique plus écologique. Vous dénoncez un écran de fumée, pourquoi? D'abord parce qu'elle ne répond pas aux besoins des agriculteurs qui sont les oubliés de la PAC, qui perdent leurs revenus depuis maintenant des dizaines d'années. Donc on ne se centre pas sur leur réalité économique. Certains et beaucoup ont fait des efforts d'adaptation et aujourd'hui on ne les récompense pas. Et c'est vrai qu'au-delà de cela, la PAC abandonne la stratégie d'autosuffisance alimentaire, n'est pas cohérente avec toute une série d'autres politiques. Je pense à l'environnement, le commerce, on pourra peut-être en reparler, aussi la politique de développement et l'environnement. Le Green Deal annoncé par Mme von der Leyen aujourd'hui a beaucoup de plomb dans l'aile. Si la réforme de la PAC, telle que le compromis des trois grands groupes politiques auxquels j'appartiens, je suis un peu en résistance par rapport à ça avec quelques autres députés, si ça passe, ça veut dire que le Green Deal a déjà du plomb dans l'aile. Alors ce que vous appelez le Green Deal, on va en parler, hein, c'est donc bien entendu ce verdissement, si l'on peut dire, que veut donner le Parlement européen à cette réforme. Cyril Dion, la Convention collective, elle a abordé, on imagine, cette question du modèle agricole? La Convention citoyenne, oui, évidemment, puisque c'est... Elle était collective, puisqu'il y avait 150 personnes ici. Absolument. L'agriculture, c'est entre 25 et 30%, à peu près 30% des émissions de gaz à effet de serre, ouais, dont 15% l'élevage. Donc évidemment, transformer notre modèle agricole, c'est à la fois nécessaire pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. C'est très important aussi pour capter du carbone, puisque l'agriculture régénératrice pourrait avoir un effet très positif sur le changement climatique. Et c'est aussi un sujet majeur, même si ce n'était pas centré sur les travaux de la Convention citoyenne, de la disparition des espèces, puisque la cause majeure, par exemple, de disparition des insectes, et par conséquence des oiseaux, c'est l'urbanisation et l'agriculture industrielle, la simplification des paysages, la disparition de la diversité, finalement, dans nos paysages Et on va agricole. voir concrètement comment ça se joue, parce que c'est pas évident quand même entre, on va dire, aller entre les idées, le débat et la concrétisation, c'est compliqué, notamment pour le portefeuille du consommateur. Marc Tarabella, il y a cette question de 30% d'aide directe qui serait obligatoirement réservée. On parle d'éco-régime. Est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi ces éco-régimes qui font débat? Ça faisait déjà débat à l'autre réforme que l'on a votée il y a quelques années. Et il y avait déjà 30% de verdissement, donc des aides qui devaient être couplées à des pratiques plus vertueuses au niveau du respect de l'environnement. Entre guillemets, la Cour des comptes avait d'ailleurs fustigé une série d'aides distribuées parce qu'elles ne correspondaient pas au but initial. Donc aujourd'hui, c'est pas assez clair. Et puis il y a un gros problème, c'est qu'on n'a plus de stratégie au niveau européen et qu'on va confier aux États membres le fait de faire un plan eux-mêmes. Ça veut dire qu'il y aura 27 stratégies nationales. C'est pour ça que je n'hésite pas à dire qu'aujourd'hui, la PAC est en train d'être enterrée car il n'y aura plus de stratégie au niveau européen. 80% de l'aide va jusque-là, il me semble, dites-moi si je me trompe, à 20% des plus gros exploitants agricoles à l'échelle européenne. Il y en a donc qui se servent beaucoup à travers cette PAC et ça dure depuis maintenant des dizaines d'années. C'est-à-dire que rien ne va changer, c'est ça que vous nous dites ce soir ? Oui, pas grand-chose. Ça ne change pas, un peu à la marge, mais de manière très symbolique, par exemple. On fait tous le même constat depuis plus de 20 ans. La population des jeunes en agriculture a difficile de s'installer et on l'aide à peine. On va continuer, mais à la marge. Par contre, effectivement, les aides sont inégalement réparties. Pensez que le plus gros bénéficiaire en Pologne, c'est l'Église. Que dans d'autres pays, ce sont des personnes qui ne sont peut-être même plus des agriculteurs, mais des propriétaires qui bénéficient des aides européennes sans travailler la terre. Donc on n'aide pas vraiment les agriculteurs. Et je prends un exemple. On veut aider, dit-on, à avoir 25% de terres en agriculture bio à l'horizon 2030.
mais on ne fait rien pour les y aider. Pourquoi? Parce que la période la plus critique pour les agriculteurs bio, c'est la transition, passer d'un modèle à l'autre. Ça dure 3 ans, ils ont des contraintes, mais on ne les récompense pas. Ben ici, il y aurait pu avoir des aides doublées pour cette période, pour vraiment les inciter à y aller, avoir un incitant. Et bien même pas ça, nous avons dans la PAC actuelle, qui est évidemment, qui tourne le dos aux objectifs louables que l'on s'attribue, où certains s'autocongratulent, mais dans les faits, l'aide n'est toujours pas distribuée de manière plus intelligente. D'ailleurs, elle est distribuée à l'hectare, de manière arbitraire, et c'est évidemment les plus grosses surfaces qui vont en bénéficier, et qui sont souvent celles qui ne respectent le moins les pratiques agricoles, je dirais, plus environnementales. Oui, mais quand les grandes surfaces en profitent, Cyril Dion, on peut dire que le consommateur en temps de crise, notamment post-Covid, en profite aussi. Forcément, ce n'est pas le même prix si on cultive localement, si on n'a pas cette agriculture que l'on peut qualifier d'intensive. Ce n'est pas la même conséquence et le même prix pour le portefeuille du consommateur. En fait, il y a plusieurs sujets. On a tendance à croire que ce sont les très grandes fermes qui nourrissent la population. On avait interviewé Olivier de Scutter, donc, qui est belge aussi, qui a été rapporteur de l'ONU pour le droit à l'alimentation, qui nous disait pas du tout. En fait, 70% de l'alimentation qui est consommée dans le monde est consommée par des petites fermes. Les très grandes exploitations produisent plutôt pour l'industrie, pour des agrocarburants. On voit les grandes surfaces de colza, etc. Mais pas nécessairement pour ce que nous allons manger dans notre assiette tous les jours. L'autre question, c'est de se dire quel est le juste prix de l'alimentation. Et lui avait tendance à dire que l'alimentation était beaucoup trop basse et que c'était une façon pour les responsables politiques d'acheter la paix sociale en faisant en sorte d'avoir un prix de l'alimentation le plus bas possible, et que si on voulait payer l'alimentation au prix juste, à la fois pour les agriculteurs qui effectivement ne gagnent pas suffisamment bien leur vie, et en même temps pour mettre en œuvre toutes les stratégies qui protègent les écosystèmes, il faudrait que ça soit à 15 à 20% plus cher. Ouais. Monsieur le député, je sais que vous, je l'ai dit, vous êtes paysan, je sais que vous aimez aussi les bonnes viandes, les bonnes tables. Forcément, le prix de la viande, par exemple, il est différent en suivant le modèle agricole. Oui, moi j'ai vécu les 24 premières années de ma vie dans une ferme. Maman était agricultrice, donc et voilà pourquoi je suis très attaché à la terre, au respect de ceux qui travaillent dur pour nous aujourd'hui nourrir leurs concitoyens. Il n'y a plus que 1% des personnes qui travaillent la terre et ils sont mal récompensés. Simplement dire que le prix doit être évidemment être juste, c'est le sens même du commerce équitable. Et ce qui est désolant aujourd'hui au niveau européen, et j'en profite pour le dire, c'est qu'on a abandonné tous les mécanismes de régulation de la production. Les prix chutent, les agriculteurs, qu'ils soient gros ou petits, ils perdent. C'est l'agroalimentaire qui gagne et qui en plus par effet pervers investit dans des pays comme l'ouest de l'Afrique, que ce soit pour la filière laitière, lait en poudre ou la filière des volailles, est en train de détruire l'agriculture paysanne européenne, africaine. Et donc, il y a une incohérence entre le développement et l'agriculture. Aujourd'hui, nos surplus, on doit trouver d'autres marchés, disait l'ancien commissaire à l'agriculture. Et aujourd'hui, les autres marchés, c'est l'Afrique de l'Ouest. Et on les empêche de se développer. Donc il y a une concurrence déloyale et on envoie tout notre produit à bas prix, évidemment, de ces grosses exploitations qui, effectivement, comme M. Dion le dit, travaillent moins pour l'alimentation locale que pour l'exportation, que pour l'industrie agroalimentaire qui, elle, s'exporte, évidemment, aux 4 coins de la planète. Alors on précise que cette année en France, le Salon de l'agriculture n'aura pas lieu pour cause de Covid-19. C'est en principe dans quelques jours maintenant. Cyril Dion, Emmanuel Macron, il a face à la situation, le Covid-19, l'assassinat qu'on vient d'avoir qui a horrifié la France et pas seulement du professeur Samuel Paty. Est-ce que du coup, forcément, vous craignez pour les propositions de votre convention citoyenne ? Bon, ça fait un petit moment qu'on est inquiet parce qu'on a déjà des signaux qui ne sont pas très positifs venant du gouvernement. La phrase sur les Amish notamment ? La phrase sur les Amish, la question de la 5G, la taxe sur les billets d'avion. Bon, donc... Mais pour vous, l'Europe, ça peut être une chance ou pas, justement ? L'Europe pour faire passer justement, parce que là on le voit, on l'a vu avec les betteraviers d'ailleurs, c'est quand même incohérent, les néonicotinoïdes pour les betteraviers français, alors qu'ils étaient soumis à une concurrence de la part des voisins, ça reste très compliqué quand même. Moi je pense que ça doit aller dans les deux sens, c'est-à-dire que là la Convention citoyenne, si le gouvernement et si le président de la République va jusqu'au bout de cet exercice-là, a le courage de produire une loi, et ça va être le cas puisqu'ils vont présenter cette loi au début de l'année prochaine, qui est extrêmement ambitieuse sur la question climatique, y compris dans le volet agricole, ça peut avoir un impact sur l'ensemble des autres pays européens qui ont du mal à trouver des portes de sortie à tous ces sujets-là. Et qui vont peut-être comprendre que la démocratie délibérative, le fait de remettre une partie de la décision à des citoyens qui sont capables, qui sont représentatifs en gros de la diversité de leur pays,
et qui sont capables de prendre des décisions qui sont acceptables pour tout le monde, plutôt qu'essayer de passer en force et avoir cette espèce de combat entre les lobbies, les parlementaires, les ONG. C'est certainement la voie du futur. Et je pense qu'à l'échelle européenne, on serait bien avisé de mettre en place ce type de mécanisme, plutôt que de laisser les institutions toutes seules se débrouiller avec ces problèmes. Merci Cyril Dion. Votre film Animal sortira au mois de mars, en principe en France. On pense qu'on pourra le voir aussi côté belge, on imagine. Absolument, il va sortir en même temps en Belgique, en même temps en Belgique et en France. Merci beaucoup, monsieur le député, d'avoir été avec nous. Dois-je vous demander si vous allez voter pour ou contre vendredi ? Non, moi je vais voter contre la PAC et j'ai co-signé l'amendement du groupe des Verts avec mon ami Éric Andrieux pour rejeter cette PAC qui est détestable. Merci beaucoup, monsieur le député. Signé par le groupe Parti populaire européen, le Renew et les socialistes. Voilà qui est dit. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous pour ce grand temps.